start de persconferentie over het coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen en jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg laat je elkaar nooit vallen. Want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar niet los. Zeker niet wanneer het moeilijk gaat. En wij zijn zo'n ploeg. Eén ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non, mais pour tout le monde. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, pour vaincre le coronavirus. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Een echte ploeg. Dat is samen voor hetzelfde doel gaan. Je vecht niet voor jezelf, maar voor elkaar. In een ploeg kan iedereen op je rekenen en jij op iedereen. Iedereen heeft een rol. Iedereen een verantwoordelijkheid. In een ploeg... Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à notre conférence de presse bi-hebdomadaire sur le Covid-19. Conférence pendant laquelle on fait un petit peu le point sur l'évolution de l'épidémie et sur l'évolution des actions mises en place pour lutter contre cette épidémie. Et nous allons donc commencer avec le docteur Van Latem qui va nous faire un point de la situation. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous avons connu une période de près de 2 semaines, effectivement, du baisse du taux d'infection. Et nous constatons depuis hier qu'une petite augmentation, pour l'instant en tout cas, se profile. Les hospitalisations, elles aussi, sont en légère hausse. Au niveau des décès, ceci continue à diminuer. En l'occurrence, nous avons eu 2099 nouveaux cas en moyenne par jour, soit une augmentation de 14% sur base hebdomadaire. Cette augmentation est la plus importante en Flandre avec 18%, suivie de Bruxelles 13% et de la Wallonie 7%. La plus forte augmentation se situe, et vous le voyez ici sur la carte, en Flandre avec 18%, on l'a dit, mais je voulais dire dans la province du Brabant flamand avec 32% et dans le Namurois avec 35%. Seul le Hainaut se caractérise encore par une diminution de 2% et de l'autre côté, on n'a qu'1% d'augmentation au niveau de la province de Liège. Cette augmentation au niveau de la population elle-même est essentiellement présente chez les 20 à 40 ans et accessoirement les 40 à 60 ans. Elle est moins prononcée chez les adolescents et nous commençons à avoir une augmentation qui est modérée, qui est de 2% chez les plus de 80 ans et vous savez que ceci nous inquiète toujours un peu plus vu la gravité de la pathologie que ça peut induire. On a une diminution que chez les enfants de 0 à 9 ans, avec une diminution de 5% dans ce groupe d'âge. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, on a effectivement là également une légère hausse. On se trouve actuellement avec une moyenne de 123 nouvelles hospitalisations. Ce n'est que, mais c'est 1% de plus que la semaine qui précède.
Il faut noter que cette augmentation est essentiellement liée à l'augmentation par l'hospitalisation de la population générale, qui a augmenté de 5%, alors que de manière remarquable, on a une chute de 36% des hospitalisations venant des maisons de repos. Dans ce contexte-là, la semaine dernière, nous avons eu une hospitalisation venant des maisons de repos qui ne représentait que 6% des hospitalisations. On vous a dit récemment que ça faisait 8,5% et en décembre, c'était encore 18%. Donc, de manière continue, depuis décembre, on voit une diminution de la proportion des gens de maisons de repos et de soins qui sont hospitalisés et on peut bien sûr espérer voir là un marqueur de l'impact précoce de la vaccination. Ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 1708 patients, soit une augmentation de 4%. Parmi ces patients, 348 se trouvent dans les soins intensifs. Vous vous souvenez que récemment, on était autour des 300 patients, 300, 310. Et donc, on a là une augmentation actuellement de 9% sur l'occupation des soins intensifs. Cette augmentation au niveau des soins intensifs se retrouve dans toutes nos provinces, mais elle est plus prononcée à Bruxelles et dans le Hainaut. Ceci étant, le plus grand nombre de patients, en nombre absolu aux soins intensifs, se trouve dans la province de Flandre orientale, ce qui fait que les patients en soins intensifs de Flandre orientale constituent au total pratiquement 20% de l'occupation Covid des soins intensifs belges. Au niveau des décès, nous déplorons en moyenne 35 décès par jour, c'est 12% de moins que la semaine précédente et ce chiffre de décès est donc le seul qui pour l'instant continue à diminuer. Cette diminution, et c'est un corollaire de ce qu'on a discuté pour l'hospitalisation récemment, est particulièrement marquée au niveau des maisons de repos et de soins où les décès ont diminué de 30%. Et comme les hospitalisations ont diminué elles aussi, on peut espérer qu'il y a là un impact significatif qui perdure. Alors, au niveau des données qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est celle du degré d'occupation de nos hôpitaux par les patients infectés par la Covid-19. Nous avons eu de nombreuses semaines de baisse continue, comme on l'a dit, depuis le 3 novembre, qui était le moment où on a eu le pic d'occupation à 7461 lits occupés. Nous avons donc cette petite augmentation qui se manifeste depuis hier. Au niveau des soins intensifs, nous avons donc ces 348 patients. On doit comparer ceci, bien sûr, à un pic extrêmement marqué de 1474 lits le 9 novembre. Mais depuis lors, nous avions eu une diminution jusqu'aux environs de ces 300 et quelques patients, avec depuis lors une stagnation et puis cette petite augmentation récente. Il y a clairement là un plancher qu'on n'a pas réussi à dépasser et qui se trouve au niveau des 300 lits de soins intensifs. En Belgique actuellement, 17% des lits de soins intensifs sont occupés par des patients Covid, avec bien sûr des variations locales dans ce taux d'occupation. Sur le graphique que vous voyez ici, je pense qu'il y a des données extrêmement intéressantes qu'on va commenter dans quelques instants. On note actuellement qu'il y a en soins intensifs 20% de patients en plus que l'occupation habituelle de nos soins intensifs. D'habitude, à cette période-ci de l'année, on a 1450 patients en soins intensifs, alors que durant ces dernières semaines, ce chiffre fluctue autour de 1700. Le graphique vous montre que par rapport à l'occupation normale qui est en bleu des soins intensifs, il est très clair que les deux grandes vagues que nous avons connues ont été des dents profondes s'enfonçant dans ce capital de soins intensifs normal, que la période de l'été qui se trouve entre les deux grandes vagues vous montre qu'on était revenu à une occupation très faible des soins intensifs, mais qu'actuellement, ce plateau que nous connaissons montre que l'on mord encore sur le capital normal des soins intensifs pour les autres pathologies. Et je pense qu'il est important de se rendre compte que l'on ampute une partie de la fonction normale des soins intensifs.
Au niveau de l'occupation globale de l'hôpital, donc pas des soins intensifs, nous avons actuellement 10% de plus que l'occupation de ce qui se passe au mois de février en moyenne sur les dernières années. En moyenne, on a normalement une occupation des lits d'hôpitaux de l'ordre de 43 000 qui sont occupés, 43 000 patients qui sont hospitalisés, alors que durant les dernières semaines, ce nombre a fluctué autour des 47 000 patients. Donc là aussi, très clairement, il y a une partie significative qui reste encore bien présente. Le nombre total a clairement diminué par rapport aux 2 vagues que nous avons connues, d'un facteur supérieur à 4, mais même si les hôpitaux continuent à pouvoir fonctionner, même si les hôpitaux sont en train de rattraper le retard par rapport aux soins qui avaient été postposés, il reste encore un poids significatif et donc il reste encore une situation qui doit être améliorée pour mieux assumer l'entièreté des soins classiques pour lesquels les hôpitaux sont présents. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Na een periode van 13 dagen van dalende besmettingscijfers zien we sinds gisteren opnieuw een toename in het aantal besmettingen. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan vandaag ook licht omhoog, terwijl de overlijdens wel nog verder dalen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2099 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 14% op weekbasis. Deze toename is het grootst in Vlaanderen met plus 18%, gevolgd door Brussel met 13% en Wallonië met 7%. De grootste toename zien we momenteel in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de provincie Namen met respectievelijk 32% en 35%. Enkel in de provincie Henegouwen is er nog een lichte daling van 2%. Wanneer we naar de leeftijdsverdeling kijken, zien we dat de grootste toename vooral te zien is bij de actieve bevolking, gaande van de 20ers tot de 60ers en in het bijzonder bij de 40ers. De toename is momenteel wat minder uitgesproken bij de tieners, maar sinds lang zien we ook terug een beperkte stijging bij de 80-plussers. Daar stijgt het aantal besmettingen met 2%. Alleen bij de kinderen jonger dan 10 jaar zien we nog een lichte afname van 5%. De ziekenhuisopnames gaan opnieuw in licht stijgende lijn. Verleden week waren er gemiddeld 123 nieuwe opnames per dag. Dat is 1% hoger dan de week ervoor. Het is belangrijk echter om een onderscheid te maken tussen opnames uit de algemene bevolking en opnames uit de woonzorgcentra. En dan zie je dat voor de opnames uit de algemene bevolking er een stijging is van 5% op weekbasis, terwijl vanuit de woonzorgcentra het aantal ziekenhuisopnames gedaald is met 36%. Vermoedelijk te danken aan de vaccinatie. De afgelopen week maakten woonzorgcentrumbewoners nog maar 6% uit van alle ziekenhuisopnames. Dat is een aanhoudende daling sinds december, toen dit nog 18% van alle opnames bedroeg. Vandaag liggen er in totaal 1708 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename van 4%. 348 patiënten liggen op intensieve zorgen en dat is een toename van 9%. Deze toename van het aantal patiënten op intensieve zorgen doet zich voor in verschillende provincies, maar is het meest uitgesproken in Brussel en Henegouwen. De grootste bezetting op intensieve zorgen vinden we in de provincie Oost-Vlaanderen. Deze provincie is momenteel goed voor 1 op 5 van alle intensieve zorgenpatiënten in België.
De overlijdens gaan gelukkig verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 35 overlijdens te betreuren. En dat is 12% minder dan de week ervoor. En opnieuw zien we dat de daling zich vooral voordoet in de woonzorgcentra, waar het aantal overlijdens verder gedaald is met 30%. Betreft de belasting van onze ziekenhuizen. Na vele weken van aanhoudende daling, sinds 3 november, is het aantal ingenomen COVID-bedden sinds gisteren terug licht aan het stijgen. Tijdens de piek van 3 november waren er in totaal 7.461 bedden ingenomen door COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Momenteel bedraagt dat nog 1.708. Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen stijgt ook terug sinds 14 februari. Dit is ook weer een stijging die we pas zien na een heel lange daling sinds 9 november. Het lijkt er dus op dat we voorlopig een bodem hebben bereikt voor wat betreft de bezetting van de COVID-bedden in het ziekenhuis. In België wordt momenteel 17% van alle intensieve zorgbedden ingenomen door COVID-patiënten. Weliswaar met grote lokale verschillen in de bezettingsgraad. Wanneer je naar het totaal aantal ingenomen bedden kijkt, COVID en niet-COVID, dan zie je dat er momenteel 20% meer patiënten op intensieve zorgen liggen dan normaal. Op deze grafiek kan u de verdeling zien van het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen tussen COVID-patiënten en niet-COVID-patiënten. De rode kleur zijn de COVID-patiënten. De gele kleur zijn trouwens ook COVID-patiënten. Die zitten in een tussenafdeling. De blauwe kleur zijn de niet-COVID-patiënten op intensieve zorgen. Aan de linkerkant ziet u het effect van de eerste golf, aan de rechterkant het effect van de tweede golf en ook de meest recente situatie. U kan hier heel mooi zien wat de grote impact is van zo'n COVID-golf op de werking van intensieve zorgen. Tijdens die golfperiodes zie je dat het merendeel van de patiënten op intensieve zorgen patiënten met COVID zijn. En het aantal niet-COVID-patiënten is op dat moment sterk teruggedrongen. En dat heeft te maken met het uitstellen van niet dringende ingrepen. Het wil echter niet zeggen, omdat een ingreep niet dringend is, dat deze ingreep niet belangrijk is. Er is een belangrijke inhaalbeweging die moet gemaakt worden in de periode na zo'n golf. U kan dat zien tussen de twee golven door, in die zomerperiode. Dan ziet u dat aantal niet-COVID-patiënten sterk stijgen, de blauwe curve. En dan is er een belangrijke inhaalbeweging. Als je nu kijkt naar de periode na de tweede golf, zie je dat die inhaalbeweging maar heel geleidelijk op gang is kunnen komen, omdat er een aanhoudende belasting is geweest van de ziekenhuizen met COVID-patiënten. En heel recent zitten we bijna op het niveau van deze zomer, maar nog niet helemaal. Dat illustreert natuurlijk het feit dat de ziekenhuizen momenteel nog steeds een zeer hoge belasting kennen. Normaal liggen er in onze op intensieve zorgen zo'n 1450 patiënten, terwijl dat de afgelopen week nog steeds blijft schommelen op een veel hoger niveau, rond de 1700. Ook wanneer je kijkt naar het totaal aantal ingenomen bedden in de ziekenhuizen, COVID en niet-COVID, dan zie je dat er momenteel nog steeds 10% meer patiënten in de ziekenhuizen liggen dan normaal. Normaal tellen we tijdens de week ongeveer 43.000 gehospitaliseerde patiënten, terwijl dat in de voorbije weken blijft schommelen op een veel hoger niveau, rond de 47.000. Dus al bij al is het aantal patiënten met COVID met meer dan een factor 4 afgenomen sinds de piek van de tweede golf. Maar door de combinatie van uitgestelde niet-COVID-zorg is de belasting van de ziekenhuizen nog steeds hoog, te meer daar er nog altijd veel COVID-patiënten in het ziekenhuis liggen. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons tous besoin de perspectives pour tenir le coup dans le contexte actuel. Face à la Covid-19, la vaccination est la seule perspective dont nous disposons. Depuis hier, dans les maisons de repos et de soins
où la couverture vaccinale de 80% est atteinte, de nombreux résidents ont enfin pu renouer avec un retour à la normalité. Ils ont pu se retrouver pour déjeuner ou pour faire un tour à l'extérieur. Ce sont autant de gestes simples, suspendus jusqu'ici, afin de protéger ce public très fragile d'un risque de contamination, et que la vaccination leur a permis de retrouver. Depuis qu'elle est lancée, la campagne de vaccination suscite beaucoup de discussions, de l'espoir souvent, qui se manifeste par une volonté de voir le processus s'accélérer afin d'en bénéficier au plus vite. De la crainte parfois quant à ses effets secondaires à court et à long terme. Du rejet enfin, quand l'efficacité des vaccins est mise en doute ou que la vaccination est jugée superflue pour sortir de la situation sanitaire actuelle. Le discours des uns et des autres est compréhensible et reflète souvent les contradictions véhiculées par les médias sur les bénéfices attendus de la vaccination. Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui est la nôtre de lever les incertitudes et les doutes et de transmettre un message clair sur les vaccins utilisés, mais aussi sur les procédures suivies pour inviter en priorité les personnes les plus vulnérables ou les plus exposées au risque de contamination. Et ce, afin de permettre à chacun d'entre nous de retrouver rapidement une vie normale. Depuis ce week-end, nous avons dépassé le cap des 400 000 premières doses administrées, soit plus de 4% de la population adulte en Belgique. Au cours du mois de mars, ce sera au tour des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile et des patients à risque âgés de 18 à 64 ans de bénéficier de la vaccination. Au sujet de ces personnes souffrant de pathologies chroniques, nous souhaitons ici clarifier un point qui semble soulever beaucoup d'incompréhension au sein du corps médical notamment. Si ces personnes bénéficient de la vaccination plus tôt que d'autres groupes, c'est du fait des risques qu'elles encourent en cas d'infection à la Covid-19 et qui ont été très bien documentés depuis le début de la pandémie. Pour que nous puissions protéger cette population comme il se doit, il convient évidemment de leur envoyer une invitation personnelle et donc de pouvoir les identifier. Lorsque l'âge est le critère de sélection, l'information est présente dans le registre national et permet d'envoyer une invitation nominative aux citoyens concernés. Lorsqu'une pathologie chronique est le critère de sélection, ce sont les codes de diagnostic et de traitement qui sont recherchés grâce à un algorithme dans les bases de données des mutuelles et dans les dossiers médicaux informatisés. Le résultat de cette recherche informatisée permet tout simplement de répondre à la question « Le citoyen est-il prioritaire ou non pour la vaccination ?» avec une réponse binaire « oui » ou « non ». Aucune donnée liée à l'état de santé des patients, au type de comorbidité dont il est affecté ou au traitement qu'il reçoit. Rien de tel ne sera demandé. Il ne s'agit donc pas de créer une banque de données sur la santé de certains citoyens, mais bien d'établir une liste des personnes qui devraient prioritairement bénéficier de la vaccination. Quant au fait de confier aux médecins généralistes la possibilité d'administrer eux-mêmes les vaccins au cours de leur consultation, cette option n'est malheureusement pas réaliste à ce stade. D'une part en raison des conditions de conservation des vaccins, mais d'autre part parce que le respect des règles liées à l'administration de ces vaccins ne pourra pas être systématiquement garanti.
Il est par exemple impossible de livrer les vaccins en petite quantité. Il est nécessaire pour certains d'entre eux d'utiliser des flacons de 10 doses, parfois dans un délai de 6 heures. Il faut au minimum une surveillance de 15 minutes dans une salle d'attente. Pour certains, cette campagne de vaccination est éminemment critiquable et nous sommes prêts à entendre les remarques qui sont formulées. Pour autant, face à la situation inédite à laquelle nous faisons face, nous ne pourrons en faire un succès que si chacun joue son rôle. Je le rappelle, la vaccination est la seule perspective dont nous disposons pour retrouver une vie normale. Mais elle doit nécessairement s'appuyer sur une démarche collective. Cette vie normale, nous la retrouverons d'autant plus vite si nous prenons tous une part active à la vaccination. En somme, la vaccination est bien plus qu'un choix personnel. C'est un engagement collectif auquel on prend part, que l'on soit médecin ou citoyen. Le nombre de vaccins annoncés à ce stade devrait nous permettre de respecter le timing prévu initialement, qui prévoit notamment le lancement de la vaccination du grand public dans le courant du mois de mai. Au cours des semaines à venir, chaque citoyen recevra une invitation personnelle sur laquelle se trouve un identifiant unique. Il devra ensuite s'enregistrer sur un site internet ou par téléphone pour fixer ou pour confirmer son rendez-vous dans un centre de vaccination. Ce n'est que via cette méthode que les personnes concernées pourront bénéficier d'une vaccination gratuite et sûre. Nous aspirons tous à retrouver nos proches et à reprendre nos activités d'avant. Il tient maintenant à chacun de nous de contribuer à ce que nous y parvenions le plus rapidement et le plus efficacement possible, mais tous ensemble. Beste allen, vandaag hebben we allemaal behoefte aan goede vooruitzichten. In deze coronacrisis is vaccinatie het enige dat ons perspectief kan bieden. In de woonzorgcentra die een vaccinatierate van 80% bereikten, komt het normale leven stilaan terug op gang. De bewoners kunnen opnieuw samen ontbijten, in luchtjes scheppen enzovoort. Allemaal simpele dingen. Maar ze waren een tijd niet mogelijk om dit zeer kwetsbare publiek te beschermen. En dankzij een vaccinatie kan dit alles opnieuw plaatsvinden. Al van sinds haar opstart zorgde de vaccinatiecampagne voor veel discussie. Ze creëerde hoop, waardoor men vond dat alles veel sneller moest gaan. Anderzijds is er ook bezorgdheid, vooral over de bijwerkingen op korte en lange termijn. Soms is er zelfs afwijzing, wanneer er twijfel zijn over effectiviteit van de vaccins of als men vindt dat vaccinatie niet nodig is om uit de huidige situatie te geraken. We hebben begrip voor ieders standpunt, dat vaak voortkomt uit contradictie vanuit de media over de voordelen van de vaccinatie, die kunnen worden verwacht. We zijn er ons heel ervan bewust dat er van ons wordt verwacht dat we onzekerheden en twijfels wegnemen. En dat we duidelijkheid geven over de vaccins en de procedures
die we hebben gevolgd bij geven van voorrang aan bepaalde kwetsbare groepen met een hoger risico op besmettingen. Zodat iedereen zijn normale leven opnieuw kan opnemen. Dit weekend hebben we de kap van de eerste 400.000 vaccins overschreden, of bijna 4,5% van de volwassen bevolking in België. In de loop van de maand maart zullen de thuiswonenden 65-plussers en de risicopatiënten tussen 18 en 64 jaar aan de beurt komen. In zaak de risicopatiënten met chronische aandoeningen willen we iets verduidelijken dat voor veel onbegrip zorgt, vooral bij de artsen. Deze patiënten krijgen voorrang bij vaccinatie omwille van de risico's die ze lopen bij besmetting met COVID-19. Iets dat sinds het begin van de pandemie zeer goed werd gedocumenteerd. Om deze mensen de nodige bescherming te geven, moeten we ze uiteraard een persoonlijke uitnodiging kunnen bezorgen. En moeten we ze dus kunnen identificeren. Wanneer leeftijd het selectiecriterium is, kan men de informatie halen uit het Rijksregister en kan een persoonlijke uitnodiging naar de burgers worden gestuurd. Wanneer een chronische aandoening het selectiecriterium is, baseert men zich op de diagnostisch- en behandelingscodes in de databanken van de ziekenfondsen en de medische dossiers. Het resultaat van dit geautomatiseerde proces geeft alleen antwoord op de vraag: geeft de burger in dit stadium voorrang bij vaccinatie? Met een binaire antwoord ja of nee. Gegevens over de gezondheidstoestand, het soort aandoening of de behandeling wordt niet gevraagd. En wordt dus geen databank opgezet met de gezondheidstoestand van bepaalde burgers. Er wordt enkel een lijst opgesteld met mensen die baat zouden hebben bij vaccinatie. Het is in dit stadium helaas niet realistisch om huisartsen zelf hun patiënten tijdens een consultatie te laten vaccineren. Enerzijds omwille van de condities waarin bepaalde vaccins moeten worden bewaard. Anderzijds omdat de regels voor de toediening ervan dan niet systematisch kunnen worden nageleefd. Bijvoorbeeld, het is onmogelijk om de vaccins in kleine doses te leveren. Een flesje met daarin 10 dozen of 6 dozen moet binnen 6 uur worden gebruikt. Na de vaccinatie moeten de mensen in een wachtkamer minstens 15 minuten worden opgevolgd enzovoort. Sommigen hebben kritiek op deze vaccinatiecampagne en we staan open voor alle feedback. Aan de andere kant hebben we te maken met een nooit eerder geziene situatie. En we kunnen er alleen maar een succes van maken als iedereen zijn steentje bijdraagt. Zoals reeds gezegd is de vaccinatie ons enige vooruitzicht op een normale leven. Maar we moeten hier allemaal onze schouders onder zetten. We kunnen het normale leven enkel sneller ervatten als we allemaal een actieve rol spelen bij de vaccinatie. Vaccinatie is meer dan een persoonlijke keuze. Het is een gezamenlijk engagement, zowel voor artsen
als voor de andere burgers. Met het aantal vaccins dat wordt aangekondigd, zouden we onze oorspronkelijke planning moeten kunnen gaan houden. Voorzien wordt dat de vaccinaties voor het grote publiek in de maand mei kunnen aanvangen. In de komende week zal elke burger een persoonlijke uitnodiging met een unieke code ontvangen. Hij of zij zal zich dan online of telefonisch moeten registreren om de afspraak bij een vaccinatiecentrum te maken of te bevestigen. Enkel via deze weg kan iedereen zich gratis en veilig laten vaccineren. We kijken allemaal uit naar een weerzien met onze familie en vrienden en willen graag weer normaal aan het werk gaan. Het is aan ieder van ons om ervoor te zorgen dat die zo snel en efficiënt mogelijk opnieuw mogelijk wordt. Maar allemaal samen. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Stoller. Vandaag hebben we 3 gestelde vragen. Hoe verklaart u dat de vaccinatiegraad in Brussel lager ligt dan in de andere regio's? Personen die gevaccineerd zijn, worden geregistreerd op basis van hun woonplaatsen. Tijdens de huidige fase 1a worden echter veel mensen gevaccineerd op het werk. En het werkplaats is soms verschillend dan de woonplaats, wat zorgt voor deze verstoringen. Comment expliquer que les taux de vaccination à Bruxelles est moins élevé que dans les autres régions? Les personnes qui sont vaccinées sont en fait enregistrées sur la base de leur lieu de résidence. Mais jusqu'à présent, dans la phase 1A, la plupart des personnes ont été vaccinées sur leur lieu de travail, qui dans de nombreuses situations diffère du lieu de résidence, ce qui crée cette impression de distorsion d'information. Pourquoi le nombre de tests est-il en recul? Alors nous avons tous constaté que depuis une quinzaine de jours à peu près, il y a moins de tests qui sont pratiqués. Ceci peut s'expliquer assez facilement par, d'une part, la dernière semaine qui était les vacances de carnaval pour tout le monde et la semaine qui a précédé qui, dans l'enseignement néerlandophone, a été marquée par le fait que les cours se donnaient à distance. Dans ce contexte, les chiffres que nous avons encore actuellement sont des chiffres qui reflètent le week-end de retour de vacances et le premier jour de reprise. Il est donc trop tôt pour pouvoir se prononcer, mais l'on suppose que dans les jours qui viennent, on aura une réaugmentation du volume de tests qui sera pratiqué. Waarom neemt het aantal tests af? De voorbije week werden er ongeveer 38.000 testen per dag uitgevoerd. Dat is een pak minder dan een drietal weken terug, toen we aan 51.000 testen per dag zaten. Er is een heel eenvoudige verklaring voor. Dat heeft te maken met de afkoelingsweek in het secundair onderwijs in Vlaanderen en natuurlijk ook de krokusvakantie. Wanneer de scholen dicht zijn en in een vakantieperiode zien we dat het aantal testen sterk terugvalt. Er wordt onder andere veel minder gescreend. Denk maar aan de scholen. Momenteel is het aantal testen 25% lager dan een drietal weken terug. We verwachten dat dat in de komende weken weer geleidelijk aan gaat beginnen stijgen, naarmate er ook weer meer en meer gescreend gaat worden, onder andere in de scholen. Het is zeker niet het geval dat er een probleem zou zijn met de testcapaciteit. Integendeel, er is ruim testcapaciteit voorhanden. Welk reproductiegetal moeten we in het oog houden? Waarom gaat de voorkeur naar die van de ziekenhuisopnames?
Wel, er zijn inderdaad 2 reproductienummers die we opvolgen. Eentje voor de ziekenhuisopnames en eentje voor het aantal besmettingen. Die hebben allebei hun voor- en nadelen. De R-waarde voor... Dus ik zou zeggen, we moeten naar beide kijken, maar je moet ze beide natuurlijk in de juiste context plaatsen. De R-waarde voor de besmettingen, dat is een vroegere parameter. We weten dat als de besmettingen stijgen, dat je dan een 10-tal dagen later ook een stijging in de ziekenhuisopnames kan verwachten. Dus die besmettingen hebben een zekere voorspellende waarde voor de belasting van je ziekenhuizen. En de belasting van de ziekenhuizen, dat is natuurlijk de belangrijkste parameter voor de beheersstrategie van COVID. Er is wel een nadeel met de R-waarde voor besmettingen, en dat heb ik in de vorige vraag eigenlijk al geïllustreerd. Dat is dat dat sterk afhankelijk is van de teststrategie en het aantal uitgevoerde testen. En dan zie je bijvoorbeeld dat tijdens een vakantieperiode dat aantal testen sterk kan terugvallen. Wat maakt dat die parameter wat meer kan schommelen en dat niet altijd noodzakelijk de realiteit in het veld gaat weergeven. Het hangt dus af van de teststrategie. Een voordeel van de R-waarde voor besmettingen is wel dat er een grotere granulariteit op zit. Omdat het om heel veel data gaat, heel veel testen die dagelijks worden afgenomen, kan je een R-waarde berekenen per regio, per provincie. En dat kan je voor de R-waarde van de ziekenhuisopnames niet. Daar heb je 1 algemene R voor heel België. Als je op kleiner niveau gaat, dan worden de aantallen te klein om nog betrouwbare uitspraken te doen. Die ziekenhuisopnames, de R-waarde daarvan is een stukje betrouwbaarder, want die is niet afhankelijk van de teststrategie. Langs de andere kant komt die wat later, omdat de besmettingen die zijn al een 10-tal dagen daarvoor gebeurd. Dus je vaststelling dat de cijfers aan het stijgen zijn, dat er een probleem is, ja, komt wat later. Quel taux de reproduction faut-il suivre? Pourquoi celui des hospitalisations est-il privilégié? Alors, depuis tout un temps, Cinciano publie les 2 taux de reproduction et comme vous avez pu le voir, il publie un taux de reproduction national pour les hospitalisations et un taux de reproduction au niveau des différentes provinces pour celui du nombre de nouveaux cas. Ces 2 taux de reproduction ont chacun leurs intérêts et chacun leurs inconvénients. Commençons par le taux de reproduction concernant le nombre de nouveaux cas. Ce taux de reproduction concernant le nombre de nouveaux cas est important parce qu'il va nous donner une perspective par rapport à ce qui va se passer probablement 7 à 10 jours plus tard. On sait que les hospitalisations suivent à peu près d'une semaine, une semaine et quelques, l'augmentation du nombre de nouveaux cas, pas systématiquement, mais assez fréquemment. Et donc l'impact de ceci sera important pour prévoir ce qui pourrait se passer au niveau de soins de santé dans un futur proche. Par contre, ce type d'indice est beaucoup plus sensible, beaucoup plus volatile. En effet, si on change de technique de testing, par exemple, cela s'est passé il y a quelques mois, lorsque au mois de septembre-octobre, on n'a plus testé, par exemple, les gens asymptomatiques, ou lorsqu'on se trouve dans des périodes de vacances, comme récemment, la quantité de tests pratiqués n'est pas la même, et donc ces paramètres peuvent relativement artificiellement être modifiés. Point positif, par contre, qu'il faut lui accorder, c'est comme il y a beaucoup de testings qui sont pratiqués sur l'entièreté du territoire, on a une idée plus locale, plus régionale, et c'est la raison pour laquelle on peut se permettre, avec cette valeur de R sur les nouveaux cas, d'avoir des valeurs au niveau des provinces, éventuellement dans des segments plus petits encore, ce qui est impossible pour les données que l'on peut avoir pour les hospitalisations. En effet, par rapport aux hospitalisations, on n'a pas des hôpitaux répartis de la même manière dans les différentes provinces. Un bon exemple, c'est le Brabant wallon, par exemple. Et donc, il est impossible de donner un taux provincial par rapport aux hospitalisations. Il faut savoir que le taux par rapport des hospitalisations va être, lui, beaucoup moins sensible à ces variations. On est hospitalisé parce qu'on doit l'être et pas parce qu'éventuellement, à cause des vacances, on ne pratique pas certains tests. Donc, il y aura une plus grande stabilité dans le taux lié aux hospitalisations que lié aux nouveaux cas. Cela montre vraiment la complémentarité entre ces 2 indices qui doivent être suivis en parallèle, tous les 2.
Merci à nos différents intervenants. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve, comme vous le savez, vendredi à 11h. Tot vrijdag om 11 uur voor de volgende persconferentie. Dag.